Bonjour à tous. Nous allons commencer. Alors, juste quelques mots avant de démarrer. Je me présente, moi je suis le directeur général adjoint de cette école, de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Je vais dire quelques mots juste pour... déjà, je vais commencer par les remerciements. Remercier tout d'abord les élèves pour tout le travail qui est effectué dans les cadres des cordées de la réussite et qui permettent de réaliser justement ces procès fictifs qui sont extrêmement importants pour vous, mais également pour nous. Je vais expliquer ensuite pourquoi. Remercier toutes les personnes présentes ici. Je sais qu'il y a des parents, je sais qu'il y a des personnes partenaires qui ont participé justement à la construction de de ces procès fictifs et de tous les projets relatifs aux cordées de la réussite. Je remercie le collège Nadeau, Madame la principale adjointe et tous les personnels. Je vous donnerai la parole après pour toute votre implication. Je dois souligner quand même que depuis 4 ans maintenant qu'on fait ce travail, la qualité de la relation, la facilité avec laquelle on travaille, parce que c'est quand même du travail, mais on le fait clairement ici avec plaisir grâce à vous, et c'est vraiment grâce à l'implication de tous les personnels du collège avec nous voilà. Ça participe vraiment de la réussite de tous ces projets. Donc merci à vous. Je remercie également le NPJJ, en particulier, alors c'était pas prévu, mais Aurélie Roussel, qui est quand même la responsable des cordées de la réussite, et c'est grâce à elle que tous ces travaux sont réalisés. Les cordées de la réussite, lorsqu'elle les a initiés, il y avait 1 ou 2 collèges. Maintenant, on a du mal à... Voilà, ça augmente régulièrement, donc on a beaucoup de collèges. Des lycées également, parce que d'anciens élèves qui sont passés notamment par le collège Nadeau, eh bien, nous recontactent ensuite lorsqu'ils sont au lycée pour mettre en place des cordées de la réussite avec le lycée. Donc c'est absolument positif. Donc merci Aurélie. Merci également au PTF Grand Nord. Je ne vais pas citer tous ceux qui travaillent, mais je vais juste citer en particulier ceux qui ont travaillé sur le procès fictif. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est Audrey Top. Il y a Audrey et Ludivine de Courcelles, je ne les vois pas. Voilà. Ludivine de Courcelles, mais je ne la vois pas cet après, mais voilà, elle est partie. C'est JPM, bien. Voilà. Okay. Voilà, donc mais merci à tout le PTF Grand Nord en particulier, oui. Je vois qu'il est tout à fait représenté. Je salue également la présence de la déléguée à la haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité du ministère de la Justice, Madame Chahira Bella, qui est là aussi aujourd'hui pour venir voir le travail qui est réalisé par le NPJJ, parce que c'est quelque chose qui est très regardé également au niveau du ministère de la Justice. Voilà. Ce travail participe de plusieurs enjeux, plusieurs objectifs, des objectifs en matière d'égalité, diversité. Ça permet de donner accès à la justice. On a tous en tête nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est une grande phrase qui ne veut pas dire grand-chose. Par contre, l'idée ici, c'est de vous faire vivre la justice, que vous la viviez, que vous l'incorporiez d'une certaine manière. Voilà, pour que vous puissiez la comprendre et pour que finalement l'objet justice ne soit pas quelque chose d'extérieur, parce que la justice appartient à tous. Les jugements sont rendus au nom du peuple, donc le peuple c'est nous, donc il faut bien comprendre ces choses-là. Voilà. Autre point, je voulais quand même aussi dire là où vous êtes. Vous êtes ici dans un lieu de justice, un bâtiment du ministère de la Justice, une école du ministère de la Justice. Il y a 4 écoles au ministère de la Justice. Est-ce que vous les connaissez? Peut-être que les élèves, vous avez révisé ou pas? Est-ce que vous connaissez les 4 écoles? Non? Ah, ils ne savent pas. J'essaie. Ils priorisent, d'accord. Donc voilà. Donc, l'École nationale de la magistrature qui forme entre autres les juges et les procureurs, l'École nationale de l'administration pénitentiaire pour tout ce qui est relatif aux prisons, l'École nationale des greffes et l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Comme il y a des parents, des extérieurs, peut-être que vous n'avez pas... je vais juste dire quelques mots sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur la justice des mineurs. L'enjeu ici, c'est d'avoir une question de justice de proximité, faire connaître, encore une fois, cette justice qui est bien particulière. La justice des mineurs, elle se base sur 3 piliers fondamentaux qui sont mentionnés dans l'ordonnance de 45. C'est vraiment l'ordonnance fondatrice et qui, quelque part, fait la grandeur de la France. Premier pilier, le primat de l'éducatif sur le répressif.
L'idée, c'est de considérer que les enfants et les adolescents sont d'abord des êtres en construction qu'il s'agit d'éduquer. Deuxième pilier, la question de l'atténuation de responsabilité. Alors ça, c'est quelque chose qui défraie la chronique encore récemment suite aux événements ayant fait suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. On entend parler, faut-il revenir sur l'excuse de minorité? Il n'y a pas vraiment d'excuse de minorité, il y a une atténuation de responsabilité. Ça veut pas, donc, la question est bien de dire que les enfants, il n'est pas question de les excuser, mais de regarder leurs responsabilités. On considère que les enfants sont des êtres en construction, ce ne sont pas des adultes en miniature, donc avec des problématiques de discernement, et le discernement, ça s'éduque, ça s'apprend. Donc c'est ça l'idée. Troisième pilier, c'est une justice qui est à part, particulière, spécifique pour les enfants. Ça aussi, c'est absolument important, c'est-à-dire qu'on va juger, il y a un juge des enfants, voilà, qui va juger, qui va se mettre à hauteur d'enfant, qui va permettre d'avoir une justice juste et de faire en sorte que la parole de l'enfant soit bien entendue et que l'on soit bien dans un cadre protecteur pour l'enfant et l'adolescent. Voilà, je disais que ça fait la grandeur de la France, ça permet d'éviter, ou en tout cas de limiter, on a tous en tête des figures au 19e siècle, les enfants étaient traités de manière très différente. On a la figure de Gavroche, Victor Hugo, peut-être que c'est au programme du brevet, je ne sais pas, voilà, qui était à la fois un enfant en danger, à la fois un enfant délinquant. On a la figure de Cosette. Tout ça, la protection des mineurs, ce sont ces enfants-là, en fait. C'est pour éviter ces situations-là qu'on travaille tous les jours. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite... Il n'y a pas une seule audience, mais 2 audiences cette fois. Donc, je vous laisse la parole, du coup, pour nous expliquer. Merci. Bonjour à tous. Je vais faire assez vite, les élèves sont stressés. Je vais d'abord vous présenter les excuses de notre équipe de direction, Madame Le Guern, principale, Madame Gamin, principale adjointe. C'est les aléas de la vie d'un collège. Et il y a une urgence au collège Nadeau et donc nos équipes de direction ont dû rester mobilisées au collège. Elles le regrettent. Je sais que Madame Le Guern adore ce moment-là dans l'année. Elles pourront pas être présentes aujourd'hui. Elles ont accompagné cependant le projet tout au long de l'année et je tiens à les en remercier du temps qu'elles mettent à notre disposition pour travailler sur ce projet. Donc du côté du Collège Nadeau, c'est un projet qui est important, qui existe depuis 4 ans. Je remercie d'ailleurs tous les anciens élèves, je suis très ému de les revoir chaque année. Tous les anciens élèves qui reviennent assister à ce procès, ça nous permet aussi de créer du lien. Ce qui nous manque souvent dans notre métier de professeur, on les voit partir et puis on ne sait pas où ils partent. Là, de temps en temps, j'ai cette chance de les voir revenir. Et j'espère que cette promo qui va vous faire sa présentation aujourd'hui reviendra aussi dans les années qui viennent pour construire ce lien. L'esprit pour nous, c'est un esprit d'ouverture, de développement de la motivation des élèves, de l'ambition scolaire. Les élèves ont tous été volontaires pour participer à ce programme-là. Ils y ont consacré beaucoup d'heures. Ils ont donc cette année construit non pas 1 mais 2 scénarios de procès, ce qui va nous permettre d'assister en fait à la procédure de justice pour mineurs dans son ensemble à travers 2 audiences. Une première audience d'examen de la culpabilité où les élèves vont mettre en scène cette audience où on cherche à savoir si le prévenu est coupable ou pas et quelles mesures éducatives on doit mettre en place. Et une deuxième audience sur une histoire séparée qu'on appelle de prononcé de la sanction où cette fois-ci, après le temps de mise à l'épreuve éducative, les juges, dans notre cas, les juges se réunissent pour définir la sanction la plus adaptée pour le jeune. Voilà, vous n'avez pas fini de m'entendre, on a une absente aujourd'hui. L'élève qui devait se charger de faire la présentation du procès n'est pas là. Et donc, je vais la remplacer au pied levé. Donc, tout ce qui ne fonctionnera pas bien dans ce procès sera de ma faute, puisque moi, je ne suis pas préparé. Voilà, je laisse les élèves venir s'installer, ils vont commencer. Merci à tous. Bien, donc comme annoncé, nous commençons par une audience d'examen de la culpabilité.
Nous sommes dans une circonstance de tribunal pour enfants, avec les juges qui sont d'un côté, la présidente, ses assesseurs, même si vous verrez que nous, dans l'exercice, on a plutôt tendance à avoir 3 juges, la procureure de la République qui se chargera de faire le réquisitoire, et en face d'eux, le prévenu, Raphaël, son papa, puisque la place des parents est très importante dans la justice pour mineurs, et son avocat. La cour va entrer et donc, comme dans tout bon tribunal, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons commencer. Raphaël Bourré, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez Raphaël Bourré, vous êtes né le 30 novembre 2011 à Tourcoing, c'est bien ça? Oui. Vous résidez actuellement 13 rue Marie Curie à Roubaix chez votre père? Oui. Vous êtes ici parce que vous êtes accusé de violence envers votre petite sœur, Léonie, âgée de 7 ans. Oui. Pendant cette audience, vous pouvez choisir de répondre aux questions, de vous exprimer librement ou de vous taire. Est-ce que vous comprenez bien cela? Oui. Bien. Je vais revenir sur les faits qui vous sont reprochés. Le 5 novembre 2025, vous auriez agressé votre petite sœur Léonie, âgée de 7 ans, à votre domicile de Tourcoing. Après une dispute pour une manette de PlayStation, vous lui auriez donné plusieurs coups de poing, l'auriez giflé et frappé un peu partout, provoquant un saignement au niveau du front. Il vous est également reproché de lui avoir fait une balayette, ce qui l'aurait fait tomber en arrière, d'abord sur le dos, puis sur le genou. Ensuite, vous l'auriez tiré par les cheveux, puis enfermé dans un placard alors qu'elle cherchait à se réfugier dans sa chambre. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui. Donc le premier temps de cette audience d'examen de la culpabilité, c'est l'instruction des faits. Donc les juges vont poser des questions au prévenu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et quel regard lui porte sur les faits qui l'ont amené devant ce tribunal. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter que s'est-il passé? Je jouais à la Play et y a ma petite sœur, elle vient, elle prend la manette sans me demander. Du coup, ça commence à m'énerver. Je la prends, je la tape. Après, je la gifle, je lui mets des coups de poing. Elle veut s'enfuir, sauf que je l'attrape dans les cheveux et je lui mets une balayette dans les escaliers. Elle s'est mise à pleurer et à saigner, du coup, je l'ai mis dans le placard et je l'ai enfermé. Et trouvez-vous ça normal? Non. Après avoir enfermé votre sœur dans le placard, que s'est-il passé? J'ai entendu que ça a toqué. J'ai regardé dans le petit trou la porte, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai vu que c'était la voisine. Et j'ai vu qu'elle avait l'air paniquée. Du coup, j'ai pas répondu. Je suis montée dans ma chambre. Et après, j'ai entendu qu'il y avait la police qui est arrivée. Et avec votre sœur, ça s'est déjà passé? Vous l'avez déjà tapé? Ouais, mais jamais au point qu'elle elle saigne ou quoi. D'accord. Et où étaient vos parents au moment des faits? À ce moment-là, mes parents se sont séparés. Du coup, j'habitais chez ma mère. Sauf que ma mère, elle est aide-ménagère. Et sauf qu'elle est quasiment jamais à la maison. Du coup, il y avait la prof de ma sœur qui était pas là non plus. Du coup, je suis restée à la maison pour m'occuper d'elle. Et voilà. Vous restez souvent avec votre sœur seule chez vous? Oui. Et vous faites quoi? Pas grand-chose. La plupart du temps, je suis dans ma chambre à jouer à la Play. Et elle, en bas, soit regarde la télé ou sur sa tablette. Vous êtes souvent sur les écrans? Oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Par rapport à ma sœur, mal, parce que je sais que ça va être différent. Vous vous en voulez? Ouais, un peu. Enfin, beaucoup même. Et comment sont vos relations sans que vous vous disputiez? C'est plutôt bonne. Et êtes-vous encore en colère contre votre sœur? Non, pas du tout.
Vous pensez elle vous en veut? Certainement, ouais. Vous êtes déjà mis à la place de votre sœur? Non. Et donc vous êtes en colère contre votre sœur ou pas? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plus du tout en colère contre elle. Ça devrait même être elle qui doit être. Et vous sentez du regret pour elle? Oui. Et quand vous êtes seul avec votre sœur chez vous, comment, c'est quoi une journée type, par exemple? La plupart du temps, c'est toujours ça. Ma mère, elle est pas là le matin, du coup, je dois mettre un réveil. Sauf que je me réveille toujours après le réveil, puisque je me lève pas tout de suite. Je descends, je lève ma sœur, on prend un petit déj, je l'amène à l'école. Et du coup, j'arrive en retard, moi, au collège. On est obligé de manger à la cantine, puisque y a pas notre mère, encore une fois. Si elle rentre à 16h, comme on n'habite pas loin de son école, elle rentre à pied toute seule. Et au collège, pareil, je rentre à pied aussi tout seul. Et le soir, votre maman, elle rentre à quelle heure? Vers entre 21h et 23h. Donc c'est vous qui faites à manger? Ouais. Ou alors, la plupart du temps, on mange jusqu'à le frigo, ou alors je fais des pâtes ou quoi. D'accord. Et est-ce que cela est déjà arrivé que vous frappiez votre sœur? Ouais, mais comme tout à l'heure, jamais jusqu'à ce qu'elle saigne. Et vous lui faites quoi quand vous la frappez pas fort? Des gifles ou je la pousse dans le canapé. Et pour vous, c'est normal? Non. Pourquoi vous le faites alors? Je sais pas. D'accord. Très bien. Avez-vous des questions? Non. Madame le procureur, vous avez des questions? Oui. Pourquoi plutôt que de la soigner parce qu'elle saigne, vous l'enfermez? Je savais pas comment la soigner et je me suis dit ça allait faire bizarre qu'après l'avoir tapée, je la soigne et je m'occupe d'elle. D'accord. Du coup, vous préférez la laisser saigner sans rien faire plutôt que de l'aider? Ouais. Enfin, je sais pas trop. Vous auriez pu appeler les secours, pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que je sais que toutes les conséquences me seraient retombées dessus. Parce que c'est de ma faute qu'elle a saigné. Mais du coup, vous préférez la laisser mal plutôt que l'aider? Je sais pas quoi répondre non plus. Et votre petite sœur, à 7 ans, elle rentre toute seule? Ouais, parce que je finis à 17h la plupart du temps. Et j'ai pas le temps d'aller la chercher. Ou alors, même si elle reste à la garderie, ça finit pas à 17h30. Du coup, elle est obligée de rentrer à pied. L'avocat de la défense a des questions? Aucune. D'accord. Après cette première étape d'examen des faits, la Cour va maintenant se pencher sur la personnalité du prévenu. Et donc se concentrer sur son cadre de vie, son quotidien, pour essayer de mieux comprendre et de savoir quelles mesures doivent être mises en place pour l'accompagner au mieux. Monsieur Boré, vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant étudier la personnalité de l'accusé. Monsieur Bourré, pouvez-vous vous approcher? Excusez-moi, je parlais au fils, pas au père. Je parlais au fils, pas au père. Vous allez vous asseoir. Alors, comment ça se passait chez vous avant les faits? Ouais, bien. On s'entendait du côté du père ou quand on était chez notre père ou chez notre mère? Avant les faits, quand vous étiez chez votre mère? Oh, ça se passait bien. Même si on était tout le temps tout seul quasiment, ça se passait bien. Est-ce que vous aviez une bonne relation avec votre mère? Ouais, mais du coup, on n'a pas trop le temps de parler. Dans soit quand elle est rentrée, parfois je me couche tôt, parfois je suis encore sur mon écran. Et non, on parle pas souvent, du coup, ça va. Et vous faites quoi comme jeu avec votre sœur quand vous êtes avec elle? Vous jouez à quoi? La plupart du temps, on joue à un jeu sur la Play et elle sur sa tablette, qu'on joue à deux. Comme ça, un jeu simple un peu pour elle.
Mais sinon, c'est déjà arrivé de faire des jeux en dehors. C'est le cache-cache ou quoi, pour elle. Et du coup, c'est plus les jeux vidéo que vous jouez avec elle. Ouais, mais elle préfère jouer autre qu'à les jeux vidéo. Est-ce que vous avez déjà été victime de violence chez votre mère? Chez ma mère, non. Votre mère, elle vous a jamais tapé ou quoi que ce soit? Non, quelques menaces, mais jamais elle a fait. Quand vous dites que vous n'avez jamais été violenté chez votre mère, vous avez déjà été violenté autre part? Quand vous avez dit que vous avez jamais été victime de violence chez votre mère, vous avez déjà été victime de violence dans un autre endroit? Oui, au collège. Et du coup, il y a quoi au collège? Il y a un groupe de gars qui s'amusent à me taper et à m'embêter. Et est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé dans votre établissement a pu influencer ce que vous avez fait à votre sœur? Comme j'ai vu avec mon éduc PJJ, ouais. Et ils font quoi, les personnes qui vous tapent au collège? Grâce à l'éducateur PJJ, j'ai vu que c'était similaire à ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il me tape, il me jette dans les escaliers. Excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai une question. Allez-y. Raphaël, est-ce que tu as déjà parlé de ta situation de harcèlement à quelqu'un? Pas à mes parents, mais c'est déjà arrivé de parler à mon surveillant ou à mon CPE. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a un qui a été viré et les autres ont eu des conseils de discipline, mais après, ça les a pas empêchés de continuer. Et même celui qui a été viré, après, il m'attendait en dehors du collège. Donc, comment ça se passe dans votre nouvel établissement? Comment ça se passe dans votre nouvel établissement? Mon nouvelle, ça va, ouais. J'ai du mal à me faire des amis, mais sinon, ça va. Vous avez des bonnes notes? Non. Et quelles sont vos relations avec vos camarades? Ça va, il y en a quelques-uns qui viennent me parler, mais sinon, ça va. Vous vous faites plus embêter? Non. Comment vous vous sentez chez votre père? Je me sens bien, mais du coup, il m'en veut, je pense, un peu de ce que j'ai fait à ma sœur. Mais sinon, on rigole quand même un peu et c'est bien. Est-ce que ça affecte la manière dont il vous traite? Est-ce que j'ai tapé ma sœur? Oui. Ouais, on s'entend quand même moins bien, mais sinon, ça va encore. Et du coup, vous êtes triste de cette situation? Ouais, un peu. Est-ce que vous avez une activité extrascolaire que vous pratiquez? Avant que j'ai tapé ma sœur, non. Mais encore une fois, avec mon éducateur PJ, on a vu qu'il fallait que je fasse quelque chose en dehors de chez moi pour décompresser, me défouler. Donc du coup, je me suis lancé dans le rugby. Est-ce que ça vous aide? Ouais, je me sens mieux. Mais du coup, vous êtes obligé de décompresser pour plus taper. Sinon, c'est dans vos habitudes de taper. Je sais pas. Est-ce qu'avec le rugby, vous savez maintenant contrôler votre colère? Mieux. Oui, mieux. Et si vous revoyez votre sœur dans longtemps, est-ce que vous la taperiez? Désolée. Vous la taperiez encore? Non, je pense pas. Non, c'est sûr en fait. Est-ce que vous avez des questions? Non. Madame la procureure, est-ce que vous avez des questions? Non. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons désormais entendre le rapport de l'éducateur qui a suivi Raphaël Bourré. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous approcher? Bonjour. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, je suis éducateur à l'UMO de Tourcoing. J'ai rencontré Raphaël et ses parents dans un recueil de renseignements socio-éducatifs, puis lors du défermement, puis dans son suivi de contrôle judiciaire. Raphaël est un jeune de 13 ans à qui de trop grosses responsabilités ont été données pour un jeune de son âge. Il vivait chez sa mère la semaine, elle est aide ménagère et travaillait souvent le soir, si bien que Raphaël s'occupait de sa sœur de 7 ans, comme devrait le faire un père. Ces trop grosses responsabilités ont favorisé les violences.
Raphaël n'avait plus une place d'enfant. Depuis le jour des faits, les parents ont pris la décision que Raphaël aille vivre chez son père lorsque sa sœur va chez son père les week-ends. Ses parents, Raphaël va chez ses grands-parents. Ce changement de résidence l'a amené à changer de collège. J'ai pu appeler le CPE. Si Raphaël est assidu, ses résultats ont baissé et le jeune se démotive. Il était auparavant harcelé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au regard du jeune âge de Raphaël et du fait que c'est la première fois qu'il a affaire à la justice, je vous demanderai de faire primer l'éducatif sur le répressif et de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire à la place du contrôle judiciaire, avec un module réparation et un module santé pour travailler sur ses émotions avec un psychologue. L'interdiction de rencontrer sa sœur doit continuer. Également, une mesure judiciaire d'investigation éducative pour mieux cerner l'histoire de la famille paraît indispensable. Merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que le jeune a bien participé aux ateliers proposés? Oui. Et est-ce qu'il venait régulièrement au rendez-vous? Oui. Vous pouvez aller vous asseoir. Je crois que le père Jean Bourré est dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous pouvez vous approcher. Bonjour, vous êtes bien Jean Bourré, né le 6 juillet 1981, résident au 13 rue Marie-Curie à Roubaix. Oui. Alors, déjà, monsieur, est-ce que vous étiez au courant de ce qu'avait fait votre fils? J'ai été prévenu seulement le soir par la voisine parce qu'il était chez sa mère et sa mère était absente et j'ai été prévenu par la voisine. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti en voyant l'état de votre fille après les faits? J'ai été un peu dégoûté par mon fils parce que je le pensais jamais pouvoir faire ça, parce que quand il est avec sa sœur chez moi le week-end, ils s'entendent très bien, ils jouent à deux et ils s'entendent très bien. Du coup, je pensais pas qu'il y a un jour pourrait faire ça avec elle. D'accord. Et est-ce que vous saviez que ce n'était pas la première fois qu'il tapait sa sœur? Chez moi, des fois, il lui mettait des petits coups, mais je le prenais seul pour lui expliquer que c'était pas bien et qu'il fallait jamais recommencer à faire ça. Mais pourtant, il a recommencé. En voyant qu'il récidivait, vous ne l'avez pas puni? Si, je l'ai puni de console et je l'ai forcé à s'occuper autrement, mais apparemment, ça n'a pas changé. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment protégé Léonie? Je pense pas parce que je l'ai laissé seul pendant que je travaillais et je pense que de les laisser seuls, Raphaël s'est plutôt réfugié dans les jeux vidéo, ce qui l'a rendu un peu plus violent et qu'il a continué à frapper Léonie. Vous pouvez nous parler un peu de votre travail, vos horaires, etc. Je travaille dans le restaurant Le Bar des Bistrots à Tourcoing et mes horaires sont changeants, mais le soir je finis vers 21h, 22h. Du coup, c'est les enfants qui doivent s'occuper tout seuls, faire leurs devoirs et manger seuls. Mais je leur envoie des messages et je les appelle plutôt Raphaël dès que je peux pour prendre des nouvelles et savoir ce qu'ils ont fait. Et selon vous, que ressent aujourd'hui votre fille envers son frère? De la peur, de la tristesse? Je pense que c'est plutôt de la peur parce que après ce qu'il lui a fait, elle ne veut plus trop l'approcher. Et elle est aussi triste parce qu'ils s'amusaient bien ensemble et ils s'entendaient bien. Et est-ce que Raphaël a fait, est-ce que vous pensez que ça peut influencer vos relations père-fils? Un petit peu, mais pas beaucoup, parce que quand même, il a fait quelque chose de très grave et j'en suis un peu dégoûté. Si vous pouviez revenir en arrière, qu'aurez-vous fait? Je pense que je l'aurais plus privé de console plus souvent et le forcer à s'occuper autrement parce que c'est ça qui l'a rendu violent, comme j'ai dit, et je pense que oui, je l'aurais pas pris de console aussitôt. Vous en voulez à votre ex-femme d'avoir pas été présente? Je lui en veux, oui, parce que elle a, comme moi, laissé les enfants seuls, mais elle était aussi un peu alcoolique et quand elle rentrait, elle se mettait dans le canapé et elle bougeait plus. Donc c'était les enfants qui devaient s'occuper eux-mêmes, même quand elle était là.
En sachant que leur mère était alcoolique et que les enfants vivaient chez elle, vous n'avez pas essayé de... Prendre la garde. Si, mais moi, mes horaires de la semaine sont beaucoup plus chargés que mes horaires du week-end. Donc, je faisais des horaires encore pires que ma femme et mon ex-femme. Du coup, je me suis dit que chez elle, ça serait mieux parce qu'elle serait plus présente pour eux, mais finalement, non. Et quand vous êtes présent avec votre fils et votre fille, vous faites quoi ensemble? On joue à des jeux de société, on dessine ensemble et on regarde la télé. On va s'amuser dans le jardin et on fait des activités ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué quelque chose dans l'éducation ou dans l'école ou dans l'écoute de votre fils? Je pense oui, parce que quand il me disait qu'il était harcelé, je prévenais le collège, mais j'essayais pas d'en savoir plus et je pense que j'aurais dû plus le questionner sur ça. Vous en voulez? Oui. Et que diriez-vous à votre fille pour la rassurer aujourd'hui? Je dirais qu'elle ne reverra plus son frère et que ils vont être séparés, du coup, elle ne pourra plus subir de violence de lui. D'accord, merci. Vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que votre fils sera capable un jour de revoir son frère? Peut-être dans très longtemps, oui, mais je pense pas qu'elle sera capable d'oublier les choses qu'il lui a faites. Madame la procureure, vous avez des questions? Non. Est-ce que l'avocat de la défense a des questions? Aucune. D'accord. Merci monsieur, vous pouvez aller vous asseoir. Après cet examen de la personnalité, la parole est donnée au ministère public, c'est-à-dire au procureur qui représente la société et qui va donner son avis sur ce dossier et requérir des mesures. Madame la procureure, nous vous écoutons. Madame la présidente, Victor Hugo disait « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. » Aujourd'hui, cette heure est venue. Chaque enfant mérite d'être protégé. Une petite fille de 7 ans a été frappée par son frère. Aucun enfant ne devrait subir de telles violences. Sa petite sœur, Léonie, a obtenu 10 jours d'incapacité totale de travail. Son médecin affirme des œdèmes importants et un traumatisme crânien. Elle aurait pu en mourir. C'est une petite fille traumatisée et profondément bouleversée par ce qu'elle a vécu. On ne peut même plus faire confiance à un enfant de 13 ans. Léonie aurait dû se sentir protégée chez elle et non avoir peur. Vous rendez-vous bien compte de la situation? Raphaël, non. Sa petite sœur n'a que 7 ans. 7 ans! Elle ne peut donc même plus jouer avec son frère? Juste parce qu'elle le dérange? On va vous dire que oui, Raphaël se fait harceler à l'école, mais ce n'est pas une raison pour faire subir cela à sa sœur. Souffrir ne donne pas le droit de faire souffrir quelqu'un d'autre. Ce qu'il a fait est inacceptable. Devant la loi, on ne peut pas laisser passer ça. L'article 222-11 du Code pénal rappelle que ce sont des violences commises sur un mineur de moins de 15 ans et des violences qui causent une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Au vu de la situation, je requiers un contrôle judiciaire avec des obligations. Premièrement, l'obligation de suivre un stage de citoyenneté pour permettre à Raphaël de vivre des ateliers éducatifs visant à développer chez lui de l'empathie et à prendre en compte la victime, en l'occurrence sa sœur. L'obligation de parler à un psychologue et rencontrer un addictologue pour son addiction aux jeux vidéo. Et enfin, de maintenir la garde chez son père. Je pense que ça permettra aux jeunes d'évoluer positivement. Et j'espère bien que jusqu'à l'audience de prononcer de la sanction, il sera en capacité de saisir cette opportunité. Je vous remercie. Après la procureure, c'est l'avocat de la défense qui va prendre la parole pour défendre les intérêts de son client. La parole est maintenant à l'avocat de la défense. Maître, nous vous écoutons. Monsieur les juges, Raphaël a reconnu ses faits. Raphaël a reconnu ses actes de violence envers sa sœur et a exprimé des regrets sincères. Il a clairement indiqué vouloir
vouloir changer et ne plus être en colère contre elle. Cela montre une prise de conscience importante. Cependant, il est essentiel de replacer ces faits dans leur contexte familial. Les parents de Raphaël sont séparés et les enfants vivent principalement chez leur mère. Celle-ci a des heures variables. Raphaël et sa sœur se retrouvent souvent seuls à la maison, sans surveillance. Le père, quant à lui, n'a pas été informé des violences et n'a pas pu intervenir. Ce manque de cadre familial stable a contribué à la détérioration du comportement de Raphaël. Par ailleurs, il a subi du harcèlement à l'école avec insultes et violences, ce qui aggrave son mal-être et explique en partie ses réactions violentes. Raphaël est donc un enfant en souffrance, victime indirecte d'un environnement familial et scolaire défaillant. La responsabilité des parents est indéniable. Par rapport à ces constats, je pars du principe qu'envisager un contrôle judiciaire qui basculerait l'environnement de Raphaël et sa stabilité ne serait pas bénéfique. C'est pourquoi je vous demande de privilégier une mesure éducative judiciaire provisoire, telle qu'un module santé pour qu'il se confie à un professionnel de santé, comme un psy, un module de médiation avec des associations médiatiques pour que lui et sa famille discutent avec d'autres familles, et un module placement pour placer Raphaël chez son père et restaurer l'autorité paternelle avec un père plus présent. Une telle décision permettra à Raphaël de se reconstruire et éviter toute récidive. Je vous remercie et vous assure que Raphaël a pris conscience de ses actes et qu'il est prêt à changer. Merci, maître. À la fin de l'audience, la présidente donne toujours la parole au prévenu. C'est lui qui est le dernier à parler dans son procès. Raphaël Bourri, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais rajouter que je suis désolée et que je m'en veux terriblement et que l'éducateur PJ m'a fait comprendre du coup que c'était très mal ce que j'ai fait, qu'il fallait jamais recommencer. Et grâce à lui, du coup, je sais que j'ai plus jamais recommencer, même sur n'importe qui, sur personne. Vous n'avez plus rien à ajouter? Non. Est-ce que vous vous êtes excusé auprès de votre sœur? Non, parce que de une, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Et tout simplement pour ça. Madame le procureur, vous avez des questions? Non. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Levez-vous s'il vous plaît. Les juges se retirent pour délibérer. Ils vont discuter entre eux de l'affaire et essayer de décider quel est le meilleur suivi éducatif à mettre en œuvre pour accompagner le prévenu. La Cour rentre et va prononcer son délibéré. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mesdames et messieurs, après avoir examiné les faits, entendu les différentes parties, ainsi que les déclarations de Raphaël Bourri, nous le déclarons coupable des violences commises sur sa petite sœur Léonie. Les faits sont particulièrement graves. Raphaël a reconnu avoir frappé violemment sa sœur, l'avoir blessée physiquement et lui avoir causé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Preuve de la violence subie. De plus, il a admis que ce n'était pas la première fois. Léonie, âgée de seulement 7 ans, a subi des violences qu'aucun enfant ne devrait connaître. Nous tenons en compte par contre des difficultés familiales, du manque d'encadrement lié à l'absence fréquente des parents, ainsi que des violences et du harcèlement que Raphaël dit subir à l'école. Ces éléments n'excusent pas les faits, mais ils permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel ils se sont produits. En conséquence, nous prononçons à son encontre une mesure éducative judiciaire provisoire composée d'un module de soins santé pour l'aider dans son addiction aux jeux vidéo, d'un suivi psychologique afin de l'aider à comprendre et maîtriser sa violence, d'un module de réparation afin qu'il comprenne les conséquences et la gravité de ses actes, ainsi que le maintien du module placement chez son père, car nous estimons qu'à ce stade, cette solution reste la plus adaptée malgré les difficultés constatées.
Raphaël, nous avons entendu ta souffrance, tes difficultés à l'école, ainsi que les problèmes présents dans ta famille. Nous avons aussi entendu tes regrets aujourd'hui. Même si les faits restent graves et que ta petite sœur a été profondément blessée, nous ne pensons pas qu'il soit juste de couper totalement le lien entre vous. C'est pourquoi, plutôt que t'interdire ton contact avec ta sœur, nous choisissons de nous autosaisir. C'est-à-dire que l'on décide de garder un œil sur votre situation familiale pour vous protéger et vérifier que les choses s'améliorent. Notre objectif est de comprendre ce qui a conduit à cette situation et d'aider votre famille à avancer dans des meilleures conditions. Pour cela, des rencontres médiatisées pourraient être organisées en présence de professionnels afin que tu puisses continuer à avoir ta sœur dans un cadre sécurisé et apaisé, pour elle comme pour toi. Raphaël, la justice des mineurs ne cherche pas seulement à punir, elle cherche aussi à protéger, à écouter et à donner une chance de se reconstruire. Aujourd'hui, nous voulons croire que tu es capable d'évoluer et de ne plus jamais reproduire ces violences. Merci. Pour finir, l'audience du prononcé de la sanction se déroulera face au tribunal pour enfants le 5 juin 2026. L'audience est levée. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Alors, plusieurs éléments que j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Il faut savoir que tout le scénario a été inventé par les élèves eux-mêmes. Donc c'est eux qui inventent l'histoire, c'est eux qui inventent les personnages, c'est eux qui cherchent à complexifier la lecture des dossiers. Et donc une grande partie de ce que vous avez vu est en improvisation. Ce n'est pas du théâtre, ce sont des questions qu'on pose au prévenu qui doit improviser, qui doit essayer de trouver les réponses. Et je vous félicite pour ce que vous avez fait, c'était super. On va avoir la chance aujourd'hui donc de voir la suite de la procédure, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire dans les cordées, c'est-à-dire que, comme l'a annoncé Madame la Présidente, au terme de cette audience d'examen de la culpabilité, le prévenu est reconnu coupable et on met en place des mesures éducatives provisoires, c'est-à-dire un suivi qui dure entre 6 mois et 9 mois, où on va essayer d'accompagner le prévenu pour qu'il prenne conscience des faits qui lui sont reprochés et pour qu'on, comme expliquait Monsieur le Directeur, qu'on fasse primer l'éducatif sur le répressif. On va donc assister à cette deuxième audience avec une deuxième partie des élèves des cordées sur une affaire complètement différente. On estime que donc 6 mois se sont passés suite à la première audience et cette fois-ci, les juges doivent observer la progression de la prévenue qui a déjà été reconnue coupable lors de la première audience. Je vous laisse échanger de place. Est-ce que c'est pour eux ? Alors, dans cette nouvelle affaire, les mêmes acteurs sont présents. Nous allons donc retrouver les juges qui vont devoir se concerter pour définir la sanction. Le procureur de la République est toujours présent, c'est lui qui représente la société et qui va donc donner son avis sur l'évolution de la prévenue, puisque cette fois-ci nous avons une prévenue accompagnée par son avocat, son père est là aussi. Un petit détail sur cette affaire, il y aura aussi un volet civil, c'est-à-dire que une avocate représente les droits des victimes et va donc plaider en faveur de dommages et intérêts. La cour va rentrer, je vais vous inviter à vous lever. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Anne-Laure Petit, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît ?
Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez Anne-Laure Petit, vous êtes née le 22 février 2011 à Roubaix, c'est bien ça? Oui. Vous résidez actuellement au 174B, rue Voltaire à Roubaix et scolarisé en classe de 3e au collège Jean Lebas. Oui. Vous êtes ici parce que vous avez été reconnu coupable de vol de voiture, conduite sans permis sous l'empire d'alcool, destruction du véhicule et destruction d'un magasin. Oui. Pendant cette audience, vous pouvez choisir de répondre aux questions, de vous exprimer librement ou de vous taire. Est-ce que vous comprenez bien cela? Oui, je comprends. Bien, je vais commencer par rappeler les faits et les mesures mises en œuvre depuis la dernière audience. Le 9 juillet 2025, vous souhaitiez vous rendre à une fête organisée par des amis plus âgés que vous à Alluin. Ne disposant pas de carte de bus et n'ayant personne pour vous conduire, vous avez décidé de vous procurer un véhicule par vos propres moyens. Vos parents, Charlotte Petit, infirmière, et Jérôme Petit, pompier, possédaient les clés de votre voisine afin d'arroser les plantes et nourrir le chat lors de ses absences. Vers 22h30, vous vous êtes introduite au domicile de cette voisine alors que celle-ci dormait. Vous avez pris les clés de la voiture et êtes parti avec le véhicule. Sur les trajets du retour, alors que vous conduisiez en état d'ivresse, vous avez perdu le contrôle du véhicule et avez percuté une épicerie. Lors de la première audience, le tribunal avait décidé de mettre en place une mesure éducative provisoire afin de vous aider à comprendre la gravité de vos actes et éviter que vous recommenciez. Cette mesure mise en place pendant 9 mois comprenait un module santé pour travailler sur les dangers de l'alcool et des addictions et un module réparation pour vous aider à prendre conscience des conséquences de vos actes sur les victimes, votre famille et vous-même. De plus, une interdiction de sortir entre 22h et 6h aurait été décidée afin de vous imposer un cadre plus strict. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 9 mois qui se sont découlés afin de vérifier si vous avez respecté les mesures mises en place, si vous vous êtes investi sérieusement dans votre suivi éducatif et si vous avez réellement pris conscience de la gravité de vos actes. Au terme de cette audience, nous déciderons des sanctions à votre encontre. Donc, comme l'a très bien expliqué Madame la Présidente, sur ce procès, le gros des débats porte sur la période de mise à l'épreuve éducative. Et donc, les juges vont pouvoir interroger la prévenue, mais aussi son éducatrice PJJ et son père pour essayer de comprendre l'évolution de la jeune fille par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc, je vais maintenant poser des questions sur la période de la mise à l'épreuve éducative. Donc, tout d'abord, comment vous avez ressenti ces 9 mois avec l'éducatrice PJJ? Au début, je trouvais ça totalement inutile, mais au fil des jours, j'ai compris que ça allait me servir pour ce procès. Donc, pendant 4 mois, vous n'êtes pas venu au rendez-vous avec l'éducatrice PJJ. Dites parce que c'était inutile. On aimerait bien savoir pourquoi vous avez si soudainement changé d'avis. Parce que au début, moi, je trouvais ça inutile, mais au fil des jours, j'ai trouvé ça un peu plus important. Mais aussi parce que mon père me demandait de ne pas y aller. Donc vous écoutez votre père, donc c'est la faute de votre père si vous n'êtes pas venu? Un peu. Donc, avec l'éducatrice PJJ, vous étiez à l'aise? Vous arriviez à communiquer? Au début, non, mais après, oui. Et pourquoi ça a changé? Parce qu'elle m'a demandé de venir et on a été voir une asso c'était une asso où il y avait des personnes qui sont devenues handicapées ou ils étaient amputés à cause d'un accident. Et grâce à ça, j'ai commencé à me dire que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Et donc, c'est quoi votre ressenti en ayant vu ça? Enfin, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est que ils ont témoigné et quand je les ai entendus, je les ai écoutés. Après ça, j'ai compris que ça aurait pu m'arriver, que j'aurais pu blesser quelqu'un et que j'aurais pu me blesser moi-même. D'accord. Vous avez également eu un module santé. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Vous pouvez détailler un peu plus votre propos? Une personne spécialisée a fait des activités pour me dire d'arrêter. Et donc, vous avez définitivement arrêté? Oui. C'est pas trop dur pour vous d'arrêter l'alcool? Au début, si, mais maintenant, non. Vous allez toujours à des fêtes? Avant, oui, mais plus maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre ressenti par rapport aux actions que vous avez eues à l'époque? Vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ressenti par rapport à vos anciennes actions?
Bah, maintenant, vu les faits que les actes que j'ai faits, maintenant je me dis que ce que j'ai fait c'était grave et que je n'oserais plus le faire. Est-ce que vous avez encore contact avec vos anciens amis? Non. Plus du tout? Oui. Vous avez réussi à retrouver de nouveaux amis? Oui, des amis de mon quartier. Et vous leur en avez un peu parlé de ce qui s'était passé ou ils ne le savent pas? Si, ils sont au courant et ils m'ont aussi parlé et m'ont dit que ce que j'avais fait c'était hyper grave. Et vos parents et vos amis, ils ont essayé de vous aider à vous faire, à vous améliorer dans le fait de, par exemple, ne plus être addict à l'alcool? Oui. Oui. Vous pouvez développer? Vous pouvez développer? Bah, mes amis, ils m'ont parlé, ils m'ont dit de plus le faire et mes parents aussi un petit peu. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous faites avec l'éducatrice PJJ? Avec l'éducatrice PJJ, au début, on a été voir l'asso. Puis après, elle m'a demandé d'aller à un stage de sécurité routière. Et aussi, on a été faire des petites sorties en dehors. Et du coup, est-ce que vos parents vous ont inscrit à l'auto-école, par exemple? Non. Auriez-vous eu envie de passer votre permis? Oui. Et vous avez demandé déjà à vos parents si ils pouvaient vous inscrire ou vous n'avez pas fait de demande? Si, je leur ai demandé, mais mon père m'a dit non. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près c'est quoi pour vous une journée normale avec une éducatrice PJJ la plupart du temps? La plupart du temps, au début, on commence à parler de ce que j'ai fait. Et juste après, des fois, on sort et on fait des petites sorties pour que je me dise que je regrette mes actes. Et vous avez maintenant une carte de bus? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Oui. J'entends que vous aviez une carte de bus, mais si vous la perdez, allez-vous recommencer? Non, je demanderai à mes parents de me la créer. Donc vous avez besoin de vos parents pour aller faire une carte de bus? Oui, parce que c'est un peu loin de chez moi, donc oui. Et s'ils veulent pas? Et ben, je demanderai à mes amis et aux parents de mes amis pour qu'ils m'accompagnent. Mais s'ils veulent pas que vous avez une carte de bus? Et ben, j'irai à pied. Non, s'ils veulent pas que vous avez une carte de bus. Mes parents? Oui. Et ben, je le ferai sur leur autorisation parce que j'en ai besoin pour sortir avec mes amis. Est-ce que l'avocat de la partie civile a des questions? Non. Est-ce que l'avocat de la défense a des questions? Oui. Vous pouvez vous lever. J'ai quelques questions pour vous, Anne-Laure Petit. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé et pourquoi? Oui, parce que, comme je l'ai dit au juge tout à l'heure, je le regrette parce que j'aurais pu me blesser et aussi blesser les personnes, le commerçant ou des personnes sur la route. Est-ce que vous pensez que vos fréquentations vous ont influencé au moment des faits? Oui. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? En fait, ils m'ont un peu manipulée pour que j'aille à la fête et après, j'y ai été. Okay. Donc, vous mettez toute la faute sur vos amis. Vous n'êtes pas responsable de vos actions? Si, un peu, mais c'est un peu de ma faute et c'est un peu de la faute de mes fréquentations. Donc c'est eux, en fait, qui conduisaient la voiture au moment des faits? Non. Les choix, ils ont bien été pris par vous? Oui. Donc c'est de votre faute? Oui. Et je voudrais aussi savoir quelle était votre situation scolaire?
Bah, j'avais des bonnes notes et j'avais un peu d'amis au collège. Ok, et où étaient vos parents au moment des faits? Ils étaient à un restaurant. Et pour finir, est-ce que vous avez commis de nouvelles infractions depuis? Non. Ok. Madame Petit, vous pouvez aller vous asseoir. Je crois que le père Jean Petit est dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous lever? Bonjour, vous êtes bien Jean Petit, né le 04-12-1980, résident au 174 bis, rue Voltaire à Roubaix. Oui, c'est ça. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Avez-vous une bonne relation avec votre fille? Bah, bien sûr, parce que c'est ma fille, forcément. C'est ma fille, donc forcément, comme je l'ai déjà dit, j'ai une bonne relation avec elle, je l'aime, elle aussi, donc voilà. Pensez-vous que votre fille a une bonne éducation? Bah oui, parce que c'est moi qui l'ai faite, donc comme j'ai une très bonne éducation, bah elle aussi, forcément. Est-ce que vous pensez que le délit que votre fille a commis est grave? Non, pas trop grave, elle voulait juste s'amuser. À la rigueur, l'alcool, je veux bien voir, mais sinon, rien de plus. Donc pour vous, s'amuser, c'est voler une voiture? Déjà, c'est pas voler, c'est emprunter. Hein? Voilà. Je vais juste vous prévenir, dans la loi, c'est voler. Maintenant, ce que votre fille a fait est grave. On va éviter de minimiser les faits, s'il vous plaît. D'accord. Et Anne Leforti a dit dans le dossier de l'éducatrice que vous lui avez appris à conduire. Pourquoi lui avoir appris à conduire alors qu'elle n'avait que 15 ans au moment des faits? Bah, parce que au moins, elle aura déjà appris à conduire. Au lieu de apprendre le code de la route, aller à l'école et que je dois repayer, donc je le fais gratuitement. Franchement, c'est mieux. Et l'alcool, elle aurait pas dû en boire à ce moment. Bah, l'alcool, je vous ai dit, je conçois que c'est pas... Ah, je trouve que c'est pas trop grave, mais franchement, j'ai pas les mots en fait, parce que j'arrive pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle est mineure et qu'elle a que 15 ans? Bah oui, elle a que 15 ans. C'est quand même un peu grave, mais pas trop. Est-ce que vous avez vu un changement avec votre fille, un changement de votre fille avec l'éducatrice NPJ, le NPJ? Oui, elle va plus s'amuser. D'ailleurs, ça, je comprends pas. Elle a rien fait de mal, donc elle se prive un peu elle-même à cause de l'éducatrice. Mais elle nous a dit qu'elle sortait avec ses amis, donc elle s'amuse quand même. Oui, un peu, mais moins qu'avant, donc. Donc on est d'accord que pour vous, s'amuser, c'est prendre une voiture, la voler et partir à une soirée. Bah, aller une soirée, hein, c'est s'amuser. Et elle avait que 15 ans au moment des faits. Pourquoi elle était seule chez elle? Bah, Chez vous? elle vous l'a déjà dit. J'ai le droit d'aller au restaurant avec ma femme pour avoir un petit moment entre nous. Voilà, elle a 15 ans, elle est autonome. Donc ça Mais va. c'est pas un âge à laisser une fille chez elle tout seule. Si. Avoir 15 ans, c'est presque aller au lycée ou déjà être au lycée. Donc ça va. C'est autonome quand même. Faut pas abuser. Et pensez-vous que l'éducatrice PJJ peut aider votre fille à évoluer? Bah, l'éducatrice PJJ, elle l'emmène à des endroits qu'elle veut pas aller. Elle le prive de son amusement, donc je trouve pas nécessaire. Et ça, c'est votre fille qui vous l'a dit ou vous le pensez de vous-même? C'est moi. Et vous pensez que ce que vous dites est bien pour votre fille? Bah oui, forcément, je suis son père, donc voilà. Vous pouvez aller vous asseoir. Bah... Non, excusez-moi, je me suis trompé. Vous avez des questions? Non. Non. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Est-ce que l'avocat de la partie civile a des questions? Non. Est-ce que l'avocat de la défense a des questions? Non. Merci monsieur, vous pouvez aller vous asseoir. Enfin.
Nous allons maintenant écouter le rapport de l'éducatrice PJJ. Levez-vous et approchez-vous, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez commencer. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal. Je travaille au milieu ouvert de Roubaix. J'ai accompagné Anne Petit depuis 9 mois dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire provisoire avec un module réparation. J'ai eu l'occasion de la rencontrer 3 fois par mois. Grâce à ces rendez-vous, j'ai pu échanger sur la situation avec elle. Anne-Laure Petit est en 3e au collège Jean Lebas. Elle habite chez ses parents qui sont mariés et qui ont 2 métiers, pompier et infirmière. Ses parents et elle ont de bonnes relations, même si depuis quelques mois, ils avaient du mal à communiquer avec elle. J'ai eu l'occasion de rencontrer le père 3 fois, mais la mère était toujours absente à nos rendez-vous. Le père n'a pas été coopératif, il ne m'a pas montré d'intérêt à ce que je faisais avec elle. Il a voulu plusieurs fois arrêter nos rendez-vous car il trouvait ça, je cite, saoulant. Je leur ai proposé des soutiens à la parentalité pour les aider, mais ils ont refusé. J'ai fait la rencontre de Anne-Laure le 16 juillet. Les 4 premiers mois avec elle furent très compliqués. Elle a été souvent absente et quand elle était présente, elle minimisait les faits en disant que c'était rien de grave ce qu'elle a fait. C'était juste pour s'amuser et que personne n'était mort ou blessé. Elle avait un comportement désagréable et ne voulait pas reconnaître ses torts. Alors, j'ai essayé de la voir dans des endroits moins formels pour qu'elle a plus une ouverture d'elle, comme dans le parc de Beaulieu, où nous sommes allés 2 fois. Pour qu'elle se rende compte de ses erreurs et qu'elle travaille sur son empathie, nous sommes partis voir des associations qui aident les personnes en situation de handicap à cause d'accidents de la route. À force d'entendre leurs témoignages, elle a pris conscience que cela aurait pu lui arriver ou qu'elle aurait pu blesser quelqu'un. 2 mois plus tard, en février, elle a fait un stage sur la sécurité routière et dans le cadre du module santé, elle est partie voir des personnes d'une association qui ont eu des problèmes avec l'alcool. Je lui ai proposé des rendez-vous pour voir une psy qu'elle a accepté. Tout s'est bien passé lors de ses visites. Anne-Laure avait une interdiction de sortir entre 22h et 6h qu'elle a bien respectée durant cette période. Elle m'a expliqué qu'elle a volé la voiture de la voisine car elle n'avait pas de carte de transport. Alors, pour la récompenser de tous ses efforts durant ces mois, je suis partie avec elle en faire une pour qu'elle puisse se déplacer dans la ville sans problème. Grâce à tous nos rendez-vous, elle est devenue plus compréhensive. Elle m'a proposé de financer la voiture de la voisine et l'épicerie du monsieur. Elle m'a aussi demandé si elle pouvait écrire une lettre à la voisine pour lui demander pardon parfaitement. Alors nous travaillons dessus. Anne-Laure a toujours été une bonne élève qui a de bonnes notes et qui n'a jamais été condamnée ou a eu des problèmes avec la justice. C'est pour cela que je propose une mesure éducative judiciaire avec un module santé pour ses problèmes avec l'alcool et un suivi psychologique dans le but de continuer à l'aider, ainsi qu'un module réparation pour qu'elle puisse continuer à se rendre compte de la gravité de ses actes, même si elle a commencé à prendre conscience de ses erreurs. Merci. Merci à vous. J'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous l'impression qu'Anne-Laure a progressé ? De mon point de vue, je pense que Anne-Laure a beaucoup progressé du début jusqu'à la fin, car au début, elle était souvent absente. Elle était plutôt froide, elle ne voulait pas parler de ce qu'elle avait fait, elle disait que c'était pour s'amuser, que pour elle, elle n'avait rien fait de mal, alors que maintenant, elle se rend compte vraiment qu'elle aurait pu blesser quelqu'un, que c'était pas normal, une fille de son âge fait ça, quoi. Selon vous, les mesures mises en place ont-elles eu un effet positif sur elle ? Je pense oui, parce que je pense qu'avoir rencontré des personnes qui ont eu des accidents de la route ont pu l'aider à comprendre que elle aussi ça aurait pu lui arriver et que même les personnes aussi qui ont été blessées par quelqu'un d'autre, que elle aurait pu blesser du coup quelqu'un d'autre et que ses parents du coup auraient dû payer à cause d'elle, du coup. Selon vous, Anne-Laure a-t-elle compris la gravité des faits qu'elle a commis ? Je pense qu'elle a compris la gravité qu'elle a commis, oui. Et est-ce que la présence de son père peut-elle avoir un impact sur elle ? Je pense beaucoup, car moi, il m'a montré que il trouvait ça normal, ce qu'elle avait fait, que il trouvait ça pas grave. Donc je pense que oui, elle a beaucoup été influencée par les avis de son père. Vous avez des questions ? Non.
Non. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Est-ce que l'avocat de la partie civile a des questions? Non. Et est-ce que l'avocat de la défense a des questions? Oui. Vous pouvez vous lever. Il a des questions. Est-ce que vous pensez qu'elle est sur la bonne voie? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'elle est sur la bonne voie? Que Anne-Laure est sur la bonne voie? Oui, je pense que Anne-Laure est sur la bonne voie car elle m'a montré que elle voulait s'améliorer en me disant qu'elle voulait faire une lettre pour la voisine et qu'elle voulait payer aussi pour les frais. Est-ce que vous la trouvez plus, à l'écoute aujourd'hui qu'au début? Oui, beaucoup. Elle est beaucoup plus présente du coup. Je vois qu'elle veut vraiment, comment dire, qu'elle veut vraiment m'aider du coup à la comprendre. Ok, merci. Est-ce que vous pensez que Anne-Laure a des possibilités de recommencer ces actions-là? Franchement, je pense qu'elle ne le refera plus car elle a vu que vraiment c'était très grave, qu'elle pouvait payer beaucoup en fait vraiment de ses actes et que pour s'amuser, il y avait d'autres moyens de le faire sans vraiment aller en l'encontre de la justice. Très bien, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Donc après cette phase d'instruction, de retour sur la période de mise à l'épreuve éducative, la parole va être donnée à la partie civile. Cette prise de parole de la partie civile peut se dérouler dans les deux audiences, soit l'audience d'examen de la culpabilité, soit l'audience du prononcé de la sanction. Les élèves ont décidé de le placer à cet endroit-là. La parole est à vous. Je me présente aujourd'hui devant votre juridiction en qualité d'avocat de mes deux clients. En premier, Madame Zoé Legrand, la voisine, puis Baptiste Dubois, le commerçant, victime des faits qui nous occupent. Ma première cliente est Zoé Legrand, une femme qui, après avoir vécu des traumatismes importants, a vu son quotidien basculer dans la peur et l'angoisse permanente. Cette inquiétude l'a conduite à réparer sa voiture car elle ne pouvait plus se déplacer avec un véhicule endommagé. Puis elle a changé les serrures de sa porte, non pas par confort, mais parce qu'elle ne dormait plus sereinement chez elle. Quand une personne vit dans l'inquiétude constante, son domicile doit redevenir un refuge, mais les conséquences psychologiques ont été encore plus lourdes. Cette femme a dû prendre des rendez-vous psychologiques durant 9 mois afin d'être accompagnée et de tenter de retrouver un équilibre. Derrière chacun de ces actes, il n'y avait ni excès ni caprice, seulement une tentative de reconstruction. Au final, les conséquences de cette affaire lui ont coûté un total de 31 900 €. Les préjudices matériels ont été des experts d'assurance à estimer les réparations à 4 000 € et les réparations des serrures à 2 000 €. Puis nous avons les préjudices psychologiques à 5 400 €, les préjudices moraux et 1 500 € au titre de l'article 475. À ses côtés se trouve mon second client, Baptiste Dubois, un commerçant honnête, travailleur, qui avait entrepris le renouvellement de sa façade afin de maintenir son commerce dans de bonnes conditions. Pourtant, cette situation a également eu des conséquences importantes. Pour lui, son magasin a dû rester fermé pendant 2 jours, entraînant une perte d'affaires considérable de 1 500 €. 2 jours sans activité, pour un commerçant, ce n'est pas anodin. Ce sont des clients perdus, des revenus envolés et une inquiétude financière réelle. Et comme si cela ne suffisait pas, lui aussi a été atteint psychologiquement par cette situation. Le stress, les tensions et les percussions de cette affaire l'ont poussé à prendre des rendez-vous psychologiques durant une longue période, afin de pouvoir continuer à exercer son métier et préserver sa santé mentale. Ces dépenses lui ont fait un total de 10 280 €. En premier, nous avons le préjudice matériel pour sa façade à 1 800 €. En deuxième, nous avons le préjudice psychologique à 6 480 €. En troisième, le préjudice économique, 2 jours de magasin fermé, 1 500 € de perte de chiffre d'affaires. Et pour finir, 1 500 € au titre de l'article 475-1. Mesdames et messieurs, ces deux personnes viennent de milieux différents, vivent des réalités différentes, mais elles ont
un point en commun. Ils ont tous les deux subi des traumatismes, des conséquences humaines, financières et psychologiques importantes. Nous ne pouvons pas réduire cette affaire à de simples dépenses matérielles ou à quelques jours de fermeture. Derrière ces faits, ils gardent de la souffrance, de l'anxiété et des vies perturbées. La justice ne doit pas seulement regarder les chiffres ou les fractures, elle doit aussi entendre la fragilité humaine qui se cache derrière eux. Je demande la condamnation solidaire des civils responsables et du mineur à indemniser. Merci beaucoup. Après cette étape, c'est le procureur qui prend la parole et qui va donc requérir une réponse pénale par rapport à cette affaire. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs les juges, nous nous retrouvons aujourd'hui pour prononcer une sanction à l'encontre d'Anne-Laure Petit après l'audience de la culpabilité qu'il a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Mesdames, Messieurs les juges, lors de l'audience de la culpabilité, la juridiction a choisi de privilégier l'approche éducative en ordonnant une mesure éducative judiciaire provisoire. Pendant 9 mois, Anne-Laure Petit a bénéficié d'un accompagnement par la protection judiciaire de la jeunesse. Un module santé lui avait été proposé afin de travailler sur sa consommation d'alcool et sa prise de risque. Un module réparation lui avait aussi été proposé afin qu'elle prenne conscience des conséquences de ses actes sur les victimes. Or, les premiers mois de cette prise en charge ont été marqués par un manque d'investissement préoccupant. Anne-Laure Petit refusait de se rendre à certains rendez-vous. Si des progrès ont été observés par la suite, ceux-ci demeurent récents et fragiles. Mesdames, Messieurs les juges, aujourd'hui encore, le ministère public conserve des interrogations sur la sincérité de la prise de conscience exprimée par Anne-Laure Petit. Je crains qu'elle ne mesure pas encore totalement les conséquences de ses actes. Je crains surtout qu'en l'absence d'un cadre plus contraignant, le risque de récidive demeure élevé. Je sollicite donc une réponse plus ferme tout en restant adaptée à son âge et à sa personnalité. En conséquence, je requiers une peine de 35 heures de travaux d'intérêt généraux afin qu'elle soit confrontée à l'effort, à la responsabilité et à l'utilité sociale. Une obligation de soins pendant une durée d'1 an, comprenant un suivi psychologique régulier et un accompagnement relatif aux conduites addictives, le maintien d'un suivi éducatif par la protection judiciaire de la jeunesse afin de contrôler l'exécution de sa mesure. Mesdames, Messieurs les juges, il est encore temps pour Anne-Laure Petit de se remettre sur le bon chemin, mais cela exige aujourd'hui une réponse judiciaire ferme, lisible et exigeante. C'est pourquoi je vous demande de faire droit à ces réquisitions. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le procureur. Suite à la prise de parole du procureur, c'est l'avocat de la défense qui prend la parole. La parole est maintenant à l'avocat de la défense. Maître, nous vous écoutons. Monsieur et Madame le juge, les faits que nous examinons aujourd'hui sont graves. Ma cliente, âgée de 15 ans au moment des faits, a pris sans permission la voiture de sa voisine. Elle s'est rendue à une fête où elle a bu de l'alcool et s'est donc alcoolisée. Elle a conduit sans permis et à cette soirée a causé des dégâts chez un commerçant, notamment une vitre cassée. Personne ne cherche à dire que ces actes sont normaux ou sans importance. Ma cliente sait aujourd'hui qu'elle a fait des graves erreurs et elle prend la responsabilité. Mais il est aussi important de regarder la personne qui se trouve devant vous aujourd'hui. À l'époque des faits, ma cliente était une jeune adolescente qui fréquentait un groupe d'amis qui avait une mauvaise influence sur elle. Elle voulait être acceptée, faire comme les autres et ne pas être rejetée du groupe. Elle s'est laissée entraîner dans des comportements qu'elle n'aurait jamais eu, des comportements qu'elle n'aurait jamais probablement fait seule. Bien sûr, elle sait que la responsabilité lui appartient, mais ses fréquentations ont joué un rôle important dans les choix qu'elle a fait ce soir-là. Depuis les faits, beaucoup de choses ont changé. Au début de son suivi avec son éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse, elle était fermée au dialogue. Elle avait du mal à reconnaître ses erreurs et à comprendre la gravité de la situation. Elle refusait parfois d'écouter certains conseils, mais avec le temps, son attitude a changé. Grâce au travail avec son éducateur, elle a commencé à réfléchir à ses actes. Elle a compris les dangers de l'alcool, les risques de la conduite sans permis et les conséquences de ses décisions sur les autres personnes. Aujourd'hui, elle se montre plus sérieuse, elle écoute, participe au rendez-vous et fait des vrais efforts pour avancer dans la bonne direction. Elle a aussi pris ses distances avec certaines personnes qui avaient une mauvaise influence sur elle. Monsieur et Madame le juge, la justice pour les mineurs ne sert pas seulement à punir, elle sert aussi à aider les jeunes à comprendre leurs erreurs et à éviter de recommencer. Dans ce dossier, nous pouvons voir qu'un vrai changement a commencé. Ma cliente n'est plus la même jeune fille que celle
que celle qui a commis ces faits. Elle est devenue plus mature, elle a réfléchi davantage et essaie de construire un meilleur avenir. C'est pourquoi je pense qu'il est important de choisir une réponse qui lui permette de continuer sur cette voie. Je ne pense pas que le travail d'intérêt général soit nécessaire dans cette affaire. Les efforts qu'elle a faits dans son suivi montrent qu'elle est capable d'avancer positivement. Il me semble plus important de continuer le travail déjà commencé plutôt qu'à ajouter une mesure qui ne l'aiderait pas forcément. Je conseille la mise en place de mesures éducatives avec des modules santé et réparation. Ces modules lui permettraient de continuer à comprendre les conséquences de ses actes, les dangers liés à l'alcool et l'importance de respecter les autres et leurs biens. Cette mesure me paraît plus utile sur son avenir et ses progrès personnels. Concernant la réparation due aux commerçants, ma cliente reconnaît qu'un dommage a été causé et qu'il doit être réparé. Cependant, elle n'a que 14 ans. Elle n'a aucun revenu et dépend entièrement de sa famille. C'est pourquoi nous demandons que le montant des réparations soit réduit ou adapté de façon raisonnable afin qu'il reste possible à payer pour sa situation. Monsieur et madame les juges, cette fille a fait des erreurs importantes, mais elle a montré qu'elle était capable de changer. Elle a compris ses fautes et elle a commencé à évoluer. Et elle fait aujourd'hui des vrais efforts pour avancer dans le bon sens. Je vous remercie. Merci, maître. Comme dans toutes les audiences de justice, la parole est donnée au prévenu, qui est le dernier à s'exprimer dans son affaire. Alors, Petit, levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Enfin, vous pouvez vous approcher. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais dire à l'avocat de la partie civile que j'aimerais présenter mes excuses aux commerçants et à la voisine. Et aussi, c'est tout. Madame Petit, vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Comme dans l'affaire précédente, les juges se retirent pour pouvoir discuter librement de l'affaire et prendre une décision collégiale. La présence de 3 juges, en tout cas d'un président et de 2 assesseurs, permet de s'assurer des débats. Les élèves de 4e là-haut, je suis toujours prof. S'il vous plaît, il reste quelques minutes. La Cour revient et on les laisse vous donner leur délibéré. Vous pouvez vous asseoir. Anne-Laure Petit, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je vais maintenant vous présenter la décision que nous avons prise à votre sujet. Mesdames et messieurs, après avoir étudié attentivement les faits, entendu les réquisitions du procureur et la plaidoirie de l'avocat, ainsi que le rapport de l'éducatrice PJJ, nous prononçons un suivi éducatif avec des mesures éducatives judiciaires pendant une durée d'1 an. Anne-Laure, nous ne prononçons pas de travaux d'intérêt général à ton encontre, car le rapport de la PJJ nous a permis de mieux comprendre la situation. Nous avons constaté que tu es fortement influencé par ton entourage, et notamment ton père. Nous estimons donc qu'un suivi éducatif est plus adapté pour t'aider à prendre tes propres décisions et à éviter que de tels faits ne se reproduisent. Ce suivi comprendra un module santé afin de continuer à travailler sur ton addiction à l'alcool et de rencontrer un addictologue pour mieux comprendre les dangers liés à l'alcool et ses conséquences. Il comprendra également un module réparation afin de renforcer ta prise de conscience de la gravité des faits commis et de favoriser l'apprentissage grâce à des ateliers éducatifs. Nous maintenons ces mesures car si tu as progressé, tu n'as toujours pas su comprendre la situation et nous espérons qu'elles continueront à t'aider. En conduisant sans permis, tu aurais pu te blesser, mais aussi mettre en danger et blesser d'autres personnes. Tu as également détruit une grande partie du magasin et le gérant a dû avancer beaucoup de frais pour réparer les dégâts. Nous te condamnons, toi et tes parents, à verser la somme de 22 000 €. Alors, la justice de mineurs ne cherche pas seulement à te punir, mais plutôt à te faire comprendre que ce que tu as fait est grave pour ne plus jamais recommencer. L'audience est
L'audience est levée. Bravo, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Bravo à vous. Vous êtes allés au bout. Super, félicitations. Je prends juste une minute quand même pour souligner l'ampleur du travail que représentent ces deux audiences. Là, vous voyez le résultat fini. On se rend pas forcément compte de tout ce que les élèves ont dû apprendre, appréhender, le vocabulaire, le fonctionnement d'une justice, le rôle des différents acteurs. Et je vais remercier quelques personnes. Tiens, Audrey, si tu veux venir, parce qu'on a été accompagnés. Viens, Audrey. Voilà, Audrey, qui adore ça, effectivement, qui est donc formatrice ici à l'ENPJJ. Et on travaille depuis plusieurs années ensemble. Et donc là, cette année, comme l'année dernière, tu es venu avec les stagiaires de l'ENPJJ, donc les étudiants en formation ici, pour accompagner les élèves. Tout ce qu'ils sont capables de faire, ils te le doivent en grande partie, ils le doivent à tes étudiants. Je voudrais aussi remercier Maître Corrales, qui est présente là, qui est donc avocate au barreau de Lille, qui a aussi passé une après-midi avec les élèves, qui les aide. Et certains d'entre vous pouvez être très fiers parce que Nour Chérine, il y a quand même eu un hochement de tête de Maître Corrales pendant ta plaidoirie. Donc ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui est exceptionnel. Vous pouvez être très fiers de vous. Oui, vous avez raison.